Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. C'est à faire rêver tous ceux qui cherchent un loyer pas trop cher, 5,75 €, c'est le prix du mètre carré à Darney. Cette ville des Vosges est la moins chère de France pour une location. Reportages et explications immobilières à suivre de Vosges Télévision dans quelques instants. Un salon de coiffure dans un camion. Voilà une idée innovante en faveur du maintien des commerces dans les territoires ruraux. Près de Rennes, une coiffeuse se déplace de village en village, nous expliquera la rédaction de TVR. C'est un savoir-faire historique et encore bien vivant. Dans l'Oise, WEO TV nous fera découvrir l'activité de l'une des dernières clouteries d'Europe. Sur place, 2800 références sont fabriquées tout en respectant des procédés du 19e siècle, vous verrez. Et puis en fin de journal, que diriez-vous d'embarquer à bord d'une montgolfière pour un rendez-vous en altitude, en Haute-Savoie? Une station accueillait une rencontre internationale unique en son genre. Des images et un décor à couper le souffle que nous dévoilera la chaîne 8 Mont-Blanc. Mais on débute donc cette édition avec cette somme étonnante, 5,75 €. C'est le prix du mètre carré dans la ville la moins chère de France. Darney, petite commune des Vosges, est ainsi la plus accessible du pays pour une location. Un titre honorifique selon les données du ministère du Logement qui focalise l'attention sur cette ville, encore méconnue jusque-là, comme a pu le constater la rédaction de Vosges Télévision sur place. Regardez. Darney, 1 millier d'habitants, à 40 minutes d'Épinal et un peu plus d'une heure de Nancy. Une commune qui vient de faire parler d'elle à l'échelle nationale. D'après les données publiées fin décembre par le ministère du Logement, c'est ici que l'on trouve les loyers les moins chers de France. Depuis cette annonce, les coups de fil se sont multipliés en mairie. Impressionnant de toute la France, voire de Guadeloupe, Lot-et-Garonne, dans le Nord, la Savoie, enfin tout le monde voulait changer, voulait venir prendre l'air à Darney. Le prix moyen au mètre carré est de 5,75 €, exemple avec cet appartement de 80 mètres carrés habitable, dont le loyer mensuel est de 345 €, toutes charges comprises. Des prix qui se retrouvent d'ailleurs sur tout le canton. À cela, une explication essentiellement d'ordre économique selon ce professionnel de l'immobilier. Darney, Montureux, Sur-Saône, La Marche sont des secteurs où il n'y a pas d'emploi. Donc pas d'emploi, donc vieillissement massif de la population. Darney a perdu son collège par exemple. Donc à partir de là, on a très peu de candidats, d'après nos critères solvables. Et si l'on parle cette fois de vente? À Darney, un pavillon en bon état, on va tourner autour des 1 000 € le mètre carré. Par contre, la majeure partie des biens qu'on va rencontrer sont des biens à rénover. Et pourtant, toujours en matière de biens à vendre, la municipalité darnéenne sent que le vent pourrait tourner dans la bonne direction. Sur Darney et sur La Marche un petit peu, on a beaucoup d'achats de maisons. Et la particularité des Vosges côté sud-ouest, de la communauté de communes, qui a la compétence scolaire, malgré la perte de 600 élèves par an au niveau du département, nous avons la chance, nous, d'être en augmentation cette année d'élèves. Donc ce qui veut dire que s'il y a élèves, il y a des parents, il y a des familles qui arrivent, qui s'installent. Reste que les acheteurs potentiels ou propriétaires actuels qui souhaiteraient mettre leurs biens à la location devront au préalable réaliser des travaux de mise en conformité énergétique, ce qui devrait mécaniquement faire baisser les prix de l'immobilier à Darney comme ailleurs. Voilà, et là où les prix de l'immobilier sont accessibles et les commerces parfois rares, des initiatives se développent pour répondre aux besoins des populations. Dans la région rennaise, un salon de coiffure original, vous allez le voir, propose ses services depuis quelques années. Itinérant, le salon de Cindy Bienfait passe de village en village pour couper et brosser les mèches rebelles. Une idée aussi utile que sociale, un sujet de la chaîne TVR à Rennes. Le mercredi, à Bois-Trudon, c'est le bon jour pour aller chez le coiffeur. Depuis 4 ans, Cindy Bienfait s'installe avec son camion aménagé en salon sur la place de la mairie. Plutôt que de louer un local dans le village, cette jeune entrepreneuse a choisi l'itinérance. Elle se déplace sur 9 communes rurales et le salon ne désemplit pas. Il y a des commerces qui ne peuvent pas tenir à longueur de temps. Donc l'itinérance permet en fait de faire ce compromis entre amener un service mais de ne pas être là tout le temps. Depuis la rentrée, Cindy a même embauché une coiffeuse à mi-temps pour la soulager et lui permettre de se pencher sur son projet de 2e salon mobile. Alexandre Vallès, fondateur de Mon Petit Camion, l'accompagne dans ses démarches. Cette association vise à dynamiser les communes rurales grâce notamment au commerce itinérant. Quand on croise ces besoins de faire du lien et de travailler sur l'économie locale,
on peut trouver des ressources pour booster un peu les communes rurales, sachant que ça a le vent en poupe en plus. Il y a un besoin, je pense, un besoin de proximité, un besoin de se dire on n'est pas oubliés, nous, dans le monde rural. Les gens viennent ici parce qu'effectivement, l'immobilier est moins cher, ou alors un besoin de campagne. Mais c'est de se dire, tiens, on s'occupe de nous un petit peu. Ici, le salon itinérant porte bien son nom, le temps d'une écoute. Au-delà du côté pratique et attractif, ce service, c'est aussi un vecteur de lien social. Tout le monde se connaît, donc forcément, il y a ce plaisir de se croiser, d'avoir un petit mot gentil. Et le samedi, Cindy pousse l'itinérance jusqu'au bout avec un service à domicile. Voilà, au rayon encore des bonnes pratiques pour soutenir le commerce de proximité. Découvrons cet autre projet mis en place dans l'Aube, une boutique en libre service avec des produits 100% locaux. Ce magasin que vous découvrez sur ces quelques images de la rédaction de Canal 32 propose plus de 150 produits à la vente à emporter. Une idée intéressante pour les habitants pressés mais néanmoins désireux de bien s'alimenter. Écoutez à ce propos les explications de la gérante de la boutique. On a tous des vies professionnelles et personnelles bien remplies et j'étais la première à un peu galérer pour bien manger, si je puis dire, à courir à gauche et à droite pour bien s'approvisionner. Et on a la chance parce qu'on habite à la campagne, mais je me suis dit que les gens qui habitent au centre-ville n'avaient pas cette chance-là. Si on veut manger, j'ai envie de dire, sur le pouce, mais bien manger, c'est compliqué parce que c'est soit restaurant, mais on n'a pas forcément le temps ou le budget, ou alors après, on mange rapidement, mais c'est pas forcément un sandwich, enfin c'est pas forcément adapté. Moi aujourd'hui, on propose des plats traiteurs à 7,50 €, donc c'est vrai qu'il y a juste à mettre au micro-ondes, c'est plutôt sympa quand on est au bureau et qu'on veut bien manger un plat chaud, quoi. Et si bien se nourrir est important, bien se soigner est évidemment vital. Malheureusement, vous le savez, le manque de médecins est de plus en plus criant partout en France. Exemple une nouvelle fois dans la Sarthe, où la dernière généraliste d'une commune est partie à la retraite au mois de décembre. Sans remplaçant, les patients se retrouvent désormais sur le carreau. Certains ont décidé de réagir et souhaitent monter un collectif. Précision et reportage d'Anzo Maubert pour LMTV Sarthe. Le SOS s'affiche depuis 3 ans à l'entrée de la commune. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a plus aucun médecin à Ivry-l'Évêque. La dernière généraliste est partie à la retraite fin 2022. Cet habitant a été l'un de ses patients pendant 35 ans. Il se retrouve désormais sans médecin et inquiet. Des personnes qui habitent Ivry-l'Évêque vont faire des kilomètres pour se soigner. C'est pas le but. On doit avoir un médecin tout proche. Les personnes qui ont un certain âge, qui n'ont pas de moyens pour se déplacer, comment vont-ils faire? C'est vraiment un cri du cœur. Je ne parle pas uniquement, disons, pour moi, mais c'est surtout pour l'ensemble des habitants d'Ivry qui n'ont plus de médecin. Il va falloir trouver une solution. Une solution, oui, mais laquelle? Raymond tente de fédérer les habitants autour d'un collectif. La municipalité, elle, tente d'attirer sans succès. Elle a même rénové cet ancien bureau de poste en pôle santé. Ici, vous avez toujours 2 infirmières. Nous avons dedans 2 cabinets médicaux qui sont vides. Voilà, et un logement à l'étage au-dessus du cabinet médical qui pourrait intéresser les médecins. La ville ne manque pas non plus de spécialistes, dentistes, ostéopathes, podologues. Mais selon l'élu, le frein est ailleurs. On n'est pas prioritaire pour avoir de l'aide à l'installation aux médecins. Parce qu'on est associé à Coulennes, Sargé, Savigné, qui eux ont beaucoup de médecins et qui pourraient accueillir nos patients. Mais dans les faits, non, ils n'accueillent pas les patients des autres communes. En attendant, les habitants ont prévu de se réunir la semaine prochaine, avant une réunion publique le 6 mars, même si chacun sait qu'il n'y aura probablement pas de miracle. Voilà, restons dans la Sarthe dans ce journal avec ces images de la venue dans la ville du Mans de Brigitte Macron et de Didier Deschamps pour l'opération Pièce jaune. La première dame et le sélectionneur de l'équipe de France de football ont visité la maison des adolescents sur place, un site rénové grâce à la collecte annuelle. En tout, depuis le lancement des Pièces jaunes en 1989, ce sont près de 10 000 projets qui ont pu être financés pour améliorer la vie des enfants hospitalisés. Exemple dans la Loire avec ce reportage de TL7, regardez. Cette petite chambre double a été financée en partie par l'opération Pièce jaune en 2019. Au total, la maison de Jonathan a pu s'offrir 6 chambres et 12 lits supplémentaires. Ici, on accompagne des proches hospitalisés à Saint-Étienne, mais parfois les séjours peuvent être longs. Alors entre résidents, on crée des liens, on oublie le quotidien
et on partage son histoire. On n'a pas tous la même histoire, mais tous ceux qui sont présents à la maison de Jonathan ont tous des problèmes liés au CHU en général, et du coup on se lie bien sûr avec d'autres personnes. Les 1000 mètres carrés de la maison de Jonathan s'élèvent à quelques pas du CHU de Saint-Étienne. Les chambres équipées chacune de salles de bain et les pièces communes permettent de se sentir comme à la maison. La maison de Jonathan, c'est quand même une bonne maison parce que finalement on a tout. Je veux dire, on a la cuisine, on a le salon, enfin c'est quand même, c'est pas notre maison, mais c'est un peu une maison secondaire. La maison de Jonathan a ouvert ses portes en 2002. Elle s'est vite avérée indispensable. Le CHU de Saint-Étienne enregistre de nombreuses naissances prématurées. Les familles ont souvent besoin de se rapprocher. Ça touche toujours par rapport aux enfants déjà, mais bon, il y a quand même un gros service de réa-néonat sur le CHU de Saint-Étienne. Qui dit réa-néonat dit grands prématurés, dit petits bébés qui ont besoin de leurs parents à côté, et les parents ne peuvent pas vivre au CHU avec eux. Les tarifs varient de 8 à 35 € en fonction des revenus. Cela comprend évidemment la nuit, mais aussi le petit déjeuner. Jusqu'au 4 février prochain, le don est possible, en ligne, par SMS, par chèque, ou dans les très célèbres tirelires en carton. Voilà, c'était il y a 6 mois tout juste, en plein cœur de l'été. Plus de 30 000 hectares de forêt partaient en fumée en Gironde. Des incendies records, non sans conséquences bien sûr, sur la faune et sur la flore locale. Et alors qu'une catastrophe était redoutée pour la biodiversité, les animaux, du moins les plus gros, semblent déjà de retour sur les zones sinistrées. Une bonne nouvelle dévoilée grâce à des opérations de référencement nocturne. La chaîne TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a pu suivre l'une de ces sorties. De nuit, regardez. Le gyrophare et les feux allumés, cette voiture de la Fédération de chasse de Gironde arpente les routes abordant les lisières de forêt touchées par les incendies l'été dernier. Ce soir-là, c'est la zone située entre Belin-Bellier et Ostens, en Sud-Gironde, qui est scrutée. À basse allure et de nuit, ces techniciens cinégétiques procèdent au comptage des animaux qu'ils peuvent observer grâce à une caméra thermique. Un chevreuil, un brocard, on voit les bois qui dépassent les oreilles. Les données récoltées, en fonction du nombre d'animaux, des différentes espèces observées, sont notifiées sur une carte numérique. Depuis la fin des incendies, ce comptage a lieu une fois par semaine. La Fédération de chasse de la Gironde a identifié 3 circuits différents de 25 km chacun, un à La Teste, un autre à Landiras, le dernier à Belin-Bellier. À tour de rôle, ils sont empruntés par ces techniciens dans le sens aller et retour. Chaque semaine, ils ont vu petit à petit la nature reprendre ses droits. C'est vrai qu'on a noté vraiment une évolution des populations, donc par exemple de chevreuils. Au départ sur les circuits, voilà, on en voyait vraiment peu, alors que maintenant on tourne à peu près autour des 15-20 individus par sortie. Donc on arrive à peu près au même niveau que ce qu'on voyait un petit peu avant les incendies. Sangliers, chevreuils, biches et fans sont donc incontestablement de retour si l'on en croit ces techniciens, et la présence de certains prédateurs, comme le renard par exemple, ici sur cette image, prouve que même les petits animaux commencent eux aussi à revenir. Ce retour est toutefois plus long, il est aussi moins évident à établir que pour les grands animaux. Hérissons, mulots et autres serpents ont certainement payé le plus lourd tribut dans ces incendies. Voilà, et si la vie reprend quelque peu ses droits dans nos forêts, c'est grâce bien entendu au travail des sapeurs-pompiers, les soldats du feu comme on les appelle, qui se forment tout au long de l'année. Dans le Finistère d'ailleurs, les pompiers peuvent désormais s'entraîner sur une plateforme de réalité virtuelle. Objectif, former plus simplement mais tout aussi efficacement. Reportage bien réel, celui-là d'Enora Le Nôtre pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Régis, tu seras le chef du groupe incendie. Un incendie est déclaré dans un appartement, mais c'est depuis cet ordinateur que les pompiers régleront la situation. Pour former les sapeurs-pompiers, le SDIS a installé une plateforme de réalité virtuelle qui simule des interventions. Un moyen d'entraîner les futurs recrues sans mobiliser de dispositifs trop importants. C'est un très gros avantage pour nous, c'est que ça nous permet de simuler des interventions sans avoir toute l'infrastructure humaine et logistique, le nombre de véhicules nécessaires pour pouvoir faire ce type de simulation. Donc c'est très très intéressant pour nous de pouvoir travailler plusieurs fois, répéter ces interventions. Deuxième objectif, et donc tes victimes, tu les envoies à Hugues au lieu de rassemblement des impliqués. Après la simulation, chaque étape de l'intervention est décryptée. Jusqu'à 7 participants peuvent se connecter simultanément sur la plateforme. Alors la virtualité est-elle aussi formatrice qu'une situation réelle? Pour le SDIS, il n'y a pas de doute. Des études démontrent que en termes d'apprentissage, le cerveau ne fait pas beaucoup de différence entre une situation vécue en réel et une situation en réalité virtuelle. Vincent
sessions de formation sont organisées en 2023. En tout, 150 agents seront formés cette année via la plateforme de réalité virtuelle. La réalité virtuelle qui est aussi et surtout un moyen moderne de se divertir. La preuve avec le développement en France des salles de e-sport. Sur place, les joueurs équipés d'un casque, d'une arme et d'un ordinateur s'affrontent dans des arènes. Une bataille aussi virtuelle que réelle, mais surtout physique, comme a pu le constater Mirko Pecci dans le dernier espace du genre inauguré. Regardez son reportage réalisé pour la rédaction de Télé Grenoble. Armés de fusils, de casques et de sacs à dos, ces joueurs livrent une bataille en réalité virtuelle. La salle Eva, installée à Fontaine, propose un terrain de jeu de 450 m² dédié aux jeux de tir à la première personne. Grâce à l'ambiance et à la technologie novatrice, Eva immerge complètement ses joueurs dans son jeu vidéo. On est venu la première fois et on a tout de suite kiffé jouer. C'est un truc qu'on n'a jamais fait avant et c'est du renouveau pour le gaming un peu. Eva est une start-up française basée à Paris. 16 salles ont déjà ouvert en France et l'entreprise souhaite étendre ce chiffre à 50 avant fin 2023. Les jeux exclusifs sont développés par la société. Au total, 3 types de jeux sont disponibles et 10 personnes au maximum peuvent participer aux parties. C'est vraiment accessible à tout le monde, de 12 ans à 77 ans, 99 ans. Je pense que la personne la plus âgée qu'on a eue, elle devait avoir à peu près 80 ans. On est vraiment au-delà d'un jeu vidéo, dans le sens où c'est vous la manette, c'est vous qui allez vous déplacer réellement. On est plus proche d'une aventure d'un laser game en termes de sensations, de déplacement, mais avec ce côté e-sport et réalité virtuelle avec le casque, quoi. L'objectif est de développer l'e-sport à Grenoble. Plusieurs villes en France ont déjà leur propre bataillon. La salle dispose aussi d'un espace de streaming où seront commentés les prochains tournois. Pour le moment, on est aux prémices. Les premières teams e-sport sont en train de faire leurs entraînements derrière nous. Et on espère pouvoir organiser le premier tournoi de Grenoble sur la fin février. La salle est ouverte tous les jours de 16h à minuit et le week-end de 10h à minuit. Comptez 20 € pour la partie de 40 minutes. De quoi s'entraîner et pourquoi pas vaincre les champions lors de la Coupe de France qui se jouera à Paris en novembre 2023. Du sport, elle en pratique tous les jours. Du fait de son activité professionnelle, Pauline Pradier vient d'être élue Miss Agricole 2023. Cette vigneronne a été choisie sur les réseaux sociaux parmi plus d'une centaine de candidates. La jeune femme de 31 ans représentera ainsi le monde agricole durant toute l'année. Premier rendez-vous le mois prochain à Paris pour le Salon de l'Agriculture. Rencontre pour l'heure sur ces terres du Gard avec Laurie Charmella, journaliste pour la rédaction de Via Occitanie. Pas question de parader avec son écharpe. Quelques jours après son élection, retour dans les vignes pour Pauline Pradier. C'est la saison de la taille de la vigne, des tâches de son métier qu'elle aime partager sur les réseaux sociaux avec ses 3000 followers. Une vision moderne d'une profession parfois éloignée des nouvelles technologies. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux que la jeune gardoise s'est fait élire Miss France Agricole face à 129 concurrentes. J'aimerais véhiculer une image positive de l'agriculture, de montrer qu'on peut être des femmes et totalement polyvalentes sur une exploitation agricole. Et je trouve ça vraiment très intéressant de faire partager notre passion et notre métier à travers les réseaux sociaux, parce que les gens ils peuvent vraiment se rendre compte à quel point on s'implique tous les jours dans notre métier, montrer notre travail. À 31 ans, Pauline Pradier incarne cette image contemporaine de l'agriculture. Depuis qu'elle a repris le domaine familial en 2014, elle a créé 4 cuvées qu'elle vinifie dans ses cuves et dans ses amphores et développe sa clientèle sur les réseaux sociaux. T'as bien travaillé, ma fille. Cette passion du métier, c'est son père Michel qui lui a transmise. Elle va pouvoir mettre en avant le monde agricole des jeunes qui aujourd'hui est en plein changement. L'agriculture évolue énormément et c'est vrai que tous ces jeunes qui sont là et qui méritent qu'on s'intéresse à eux soient représentés par une fille, c'est formidable. Pauline Pradier recevra son écharpe de Miss France Agricole en février au Salon de l'Agriculture à Paris. Un meurtre à l'Opéra, cette annonce, ne vous inquiétez pas, n'a rien d'officiel. C'était l'intrigue d'un cluedo géant, organisé il y a quelques jours au sein de l'Opéra de Limoges. Pour l'occasion, une soixantaine de détectives amateurs a mené l'enquête pour découvrir le responsable du meurtre d'un chanteur lyrique. Une opération menée dans un décor éblouissant. Reportage de Benjamin Delmas pour C'était Limoges. C'est le début d'une énigme. Qui a assassiné le chanteur lyrique du prochain opéra joué à Limoges, La Dame Blanche?
Une enquête menée par une soixantaine de détectives amateurs s'ouvre alors, le tout orchestré par 2 maîtres du polar limousin, Franck Linol et Joël Nivard. Commissaire Varlot, le commissaire du Montel. C'est tout à fait extraordinaire, insolite. Nous sommes à l'Opéra Théâtre de Limoges pour organiser un Cluedo. On a amélioré un peu le concept parce qu'on travaille avec des comédiens. 6 comédiens et comédiennes qui jouent le rôle de témoins suspects. Et parmi eux, il y a le ou la coupable. Et donc, les joueurs sont vraiment très intéressés d'aller interroger ces témoins. Avec l'Opéra Théâtre entier comme plateau de jeu, les enquêteurs en herbe ont 2 heures pour démêler le vrai du faux au gré de leurs entretiens avec les 6 suspects. Fini la répétition, on part tous ensemble, chacun fait après ce qu'il veut. Tous ensemble, ça veut dire qu'il est parti avec vous, la victime est partie avec vous. Les témoins et suspects sont interprétés par des comédiens de la compagnie de théâtre Asphodel. On aime beaucoup ça parce que c'est assez amusant et puis il y a tout un côté d'improvisation que moi j'aime bien en tout cas. Une enquête sur scène, mais aussi dans ses coulisses, l'occasion de jeter un autre regard sur cette institution. Les derniers enquêteurs rendent leur copie. Franck Linol lève le voile sur le mystère du meurtre de l'opéra. C'est lui le coupable. Allez ! Tous les enquêteurs ont gagné, ils pourront assister à la représentation de la Dame Blanche à la fin du mois. Des coulisses de l'opéra à celles d'une usine historique dans cette édition. Prenons désormais la direction de l'Oise, où tournent encore les machines de l'une des dernières clouteries d'Europe. La clouterie Rivière, c'est son nom, fabrique depuis 135 ans tout type de clous pour de nombreuses industries. Aujourd'hui, c'est sur les machines de l'époque qu'une vingtaine de salariés préservent ce savoir-faire très atypique. Découverte de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. On pourrait croire à des machines à remonter le temps. Voici l'une des dernières clouteries d'Europe, encore dans son jus. C'est ici que sont fabriquées semences, clous et pointes de toute taille. Sur des mécaniques centenaires et bien huilées, comme cette machine dédiée à la fabrication de clous forgés. Ici, on a une bobine de fil qui est amenée par l'amenage grâce à 4 pressions qui sont à l'intérieur avec 2 couteaux qui viennent couper les clous. Et grâce à la perche, on vient faire une tête. Un savoir-faire vieux de 130 ans. Et oui, l'usine créée en 1888 par Théodore Rivière n'a jamais cessé son activité. Celle-là date de 1908 et elle tourne encore comme une horloge. Si bien qu'au fil du temps, les 325 machines sont devenues collègues. C'est un ancien ouvrier qui travaillait ici, Emidio, qui les a personnalisés, qui leur a donné un prénom de façon à pouvoir mieux les reconnaître et les humaniser un petit peu. L'usine fabrique des clous pour tout, charpente, batellerie, tapisserie, 2800 références et un cahier des charges draconien. Elle a de bannier et pointier. Sa machine est dédiée à la maroquinerie de luxe, sa mécanique tient de l'horlogerie. Si ça rentre pas sur cette plaque, c'est pas bon. On va jeter. Les clients ils veulent que ça passe ici, comme ça le fil reste un diamètre rond. Chaque clou, il y a une longueur, 15, 10, 7, 6... Aujourd'hui, une vingtaine de salariés préservent les secrets de fabrication autant que l'histoire de leur clouterie. Une usine témoin de la grandeur de l'ère industrielle et labellisée entreprise du patrimoine vivant. Voilà, prenons un peu de hauteur pour terminer ce journal avec un rendez-vous époustouflant consacré au vol en altitude de Montgolfière. Organisé chaque année dans la station du Pras-sur-Arly, l'événement propose, vous allez le voir, un ballet aérien somptueux dans un décor enneigé exceptionnel. De très belles images et un sujet de Lucas Rouque pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Regardez. Prendre de la hauteur pour profiter d'un panorama à couper le souffle. Voici la clé du succès des Montgolfiades de Pras-sur-Arly depuis maintenant 32 éditions. Cet événement unique en France réunit chaque début d'année plusieurs pilotes pour effectuer des vols au-dessus du Val d'Arly, à mi-chemin entre les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortin et des Aravis. Celui-là est vraiment super chouette. Que ce soit de la vue ou même les gens sont super gentils, ils sont toujours très accueillants. Les passagers qu'on fait voler sont tout le temps heureux de voir aussi au-dessus de chez eux et ça permet, nous on ne connaît pas forcément tous les endroits et comme ça les gens nous disent ah là-bas c'est le Mont Blanc, le pic du Midi, etc. Donc c'est ça qui est chouette. En montagne et qui plus est en hiver,
Les conditions atmosphériques sont très changeantes. Ces particularités font du site de Pras-sur-Arly un lieu d'entraînement idéal pour les pilotes les moins expérimentés. On essaie d'associer un pilote qui a de l'expérience en montagne avec un pilote qui en a pas ou peu, de manière à le faire évoluer dans ce contexte de montagne avec une aérologie très particulière. Et puis en montgolfière, il n'y a jamais de vol identique. Donc à chaque fois, c'est un nouveau panorama, c'est des conditions différentes. C'est ce qui en fait la particularité. Et donc on ne se lâche jamais. Grâce à son emplacement exceptionnel, Pras-sur-Arly est donc définitivement le lieu de référence d'aérostation de montagne en France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.